Et on est le samedi matin, bienvenue à vous tous. On est samedi combien? On est samedi combien, tiens, madame Chir. On est le Quand vous 25? posez la question, oui, on est le 25. Eh ben c'est très Exactement. bien. Et la météo dans quelques instants, c'est à 24, 24, mon ah Dieu. oui. Je disais déjà le 25. Ouais, j'ai été plus vite parce que je vais vous parler d'un rendez-vous qui va se dérouler le 25. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en ce samedi 24 novembre, on se retrouve donc dans la matinale. Et ce matin, avec nous, Zhor Boutaleb, présidente de la Fondation d'Emir Abdelkader, avec qui elle retourne sur la célébration de la Moubeya. Ce sera l'occasion de revenir un peu sur la fondation, sur ses actions, sur ses missions également. Retour également sur une autre thématique avec Jalil Meraska, coach en nutrition du sport, comme tous les samedis avec lui, les conseils du jour, on y revient en tout cas. Et puis Maya Amrani ce matin avec plusieurs invités, avec Hajar Benhala, artisane, Shahrazad Bouslama, artisane aussi, Hakim Keshroud pour la page sport. Mais aussi l'application mobile, on en parle ce matin avec celui qui s'occupe d'ailleurs de cette fameuse chronique. Il s'agit de notre camarade Kamel Swig de l'information qui sera là donc pour recevoir deux invités aujourd'hui. On va parler de Bintcapt et on va parler de Jumia Food également, faisant partie du groupe Jumia sur le plateau de la matinale. Bienvenue à vous tous, bienvenue sur Canal. N'hésitez pas à poser vos questions sur Twitter, hashtag la matinale des Z ou sinon sur Mahrez Rabia. Sans plus tarder, c'est la météo. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Et la météo du jour, c'est avec vous, Frère. Allons-y. Merci Mahrez, bonjour à vous et bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. Excellent réveil. Eh bien, les nuages seront de retour, la grisaille sera tenace aujourd'hui en Algérie, au nord, notamment sur la partie sud aussi. Météo Algérie prévoit donc le retour des nuages par l'ouest. Hier, nous avons eu un temps perturbé sur la partie sud. Aujourd'hui, les nuages vont gagner du terrain, ils vont se déplacer au courant de cette journée au centre, puis à l'est, où ils donneront des pluies sous forme d'orages assez marqués au courant de cette journée à l'ouest, puis vers le centre et en soirée à l'est. Météo Algérie prévoit l'amélioration en fin de journée près des côtes ouest. Sur la partie sud aussi, le ciel sera nuageux, un temps variable, avec des nuages moins denses par rapport à celles d'hier. Voici sans plus tarder les températures. Elles vont baisser par rapport à celles d'hier, les maximales. On attend 17 degrés à Alger, il fera 17 aussi à Tiaret, à Sétif, 16 degrés à Tlemcen, Oran, 19 à Nabas, Kikda, un minimum de 10 degrés pour El Beyot, 14 à Betna sur la partie sud. Ça va baisser aussi au sud-ouest ainsi que vers le nord Sahara. Il fera 16 degrés seulement à Bcha, c'est le minimum sur la partie sud, 18 à Gardaya, à Biskra, 24 à Tindouf, 21 degrés à Adrar, 31 à Ain Salah, 27 à Manrasset Janet et enfin 34 pour l'extrême sud. Place ce matin au Moyen-Orient et bien vers le nord, le temps sera variable. Les nuages seront assez denses aujourd'hui. Ils apporteront même quelques faibles pluies à Koweït City, à Bagdad. Côté température, ça ne bouge pas beaucoup. Avec 19 degrés à Bagdad, 15 à Damas, 17 à Amman, 23 au Caire, 34 sous un grand soleil pour Khartoum. C'est le maximum. 25 à Sanaa, 29 à Jeddah, 24 à Riyad et enfin 31 degrés à Masqat. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 17h35. Vous avez toujours le site de Météo Algérie, les 3 w.météoalgérie.dz. Je vous remercie pour votre attention. Prudence sur la route. Rendez-vous tout à l'heure pour d'autres nouvelles du temps. À vous, Mahrez. La météo vous a été présentée par Mobilis. Et c'est le retour des pluies j'allais dire en ce début de semaine, en ce deuxième jour du week-end, en ce samedi, c'est annoncé, d'ailleurs la confirmation tout à l'heure à midi avec Frédéric Cher, pluie, pluie et encore pluie, c'est tant mieux, en ce 24 novembre, et ce matin, dans quelques instants, on va parler de la fondation de l'Émir Abdelkader, eh oui, bah oui, que devient la fondation? Rappelez-vous, ce sera l'occasion surtout de revenir sur la célébration de la Moubeya ici sur le plateau. Donc moment histoire dans quelques instants, mais juste avant, on va écouter un peu de musique, une association de musique andalouse, l'association Djinadia d'ailleurs avec la voix de qui? Avec Iman Sahir au micro. On se retrouve juste après.
حلوة. Allez, excellente matinée à vous tous. Je vous le disais, Iman Sahir avec l'association Djenadia ce matin. Et nous avons avec nous premier invité, moment d'histoire. On va parler de la Moubaya'a, 186e anniversaire. Commémoration aujourd'hui avec vous. Sohar Boutaleb, bonjour. Bonjour, Mahrez. Bienvenue à vous. Merci. Comment va Mohamed Boutaleb? Eh bien, il vous salue bien. La prochaine fois, donc, il se promet de venir vous voir et de venir parler justement de l'émir Abdelkader et ce qui lui tient à cœur. Mohamed Boutaleb, rappelons-le, depuis toujours président de la... Il fut président longtemps de la fondation de l'émir Abdelkader. Il continue à l'être jusqu'à présent. Oui, toujours. Oui. Voilà. On n'a pas fait encore d'assemblée générale, donc il continue à l'être. Alors avec vous aujourd'hui, on va parler de la Moubaya'a. Pour ceux qui ne sauraient pas, le terme même Moubaya'a signifie quoi? Ben écoutez, l'émir Abdelkader, la Moubaya'a signifie d'abord, premièrement, une chose très symbolique, c'est-à-dire Moubaya'at al-Jihad. Moubaya'at al-Amir Abdelkader a commencé en 1832 sous l'arbre de Dardara. Et il y a eu donc toutes les tribus qui sont venues prêter allégeance à l'émir Abdelkader. Voilà, donc c'était Moubaya'at al-Amir Abdelkader qui était un peu à la Sirat al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, sous un arbre pour justement commencer. Si vous voulez, avec la Moubaya'a, c'est l'État algérien qui a commencé. Nous étions sous la régence ottomane, la régence d'Alger, et avec la Moubaya'a, il y a eu tout de suite après, il y a eu l'armée, il y a eu la justice, il y a eu enfin tout ce qui est venu après donc de l'émir Abdelkader. Alors, on va parler de cette célébration 186e anniversaire aux commémorations de la Moubaya'a. Ça signifie quoi pour les générations nouvelles? Oui, quel souvenir garder aujourd'hui de cette Moubaya'a? Quelle valeur en C'est tirer? une bonne question parce que bon, là ces derniers temps j'ai beaucoup bougé entre Ouergla où ils sont très très proches de l'histoire de l'Algérie, notamment celle de l'émir Abdelkader. J'étais à Annaba aussi, vraiment ça m'a énormément plu parce que bon, j'ai compris l'impact qu'avait l'émir sur la population. C'était quand même très très intéressant. Et maintenant nous avons Mascara qui fête la Moubaya'a avec l'université Mustafa Stambouli, où il y aura des éminents professeurs qui feront donc des conférences sur l'émir Abdelkader. Et également, le 26, j'ai vu avec le ministère des Moudjahidines, ils font quelque chose aussi à Relizane. Donc, c'est en train de prendre de l'ampleur de plus en plus. Nous, la Fondation Émir Abdelkader demande, comme chaque année, une journée, la journée de l'émir Abdelkader, qui serait quand même très intéressante pour que la génération future, justement, ne perde pas le fil de l'histoire et de leur histoire. Voilà. Ouais. Aujourd'hui, cette journée n'existe toujours pas. Non. Ouais. Et depuis, pourtant, on a eu des promesses, mais qui n'ont jamais été tenues. Ouais. Alors, il y a d'autres sujets sur lesquels on pourrait revenir. Mais bon, mais juste avant de revenir peut-être sur le film, parce qu'on en a longtemps parlé, moi j'aimerais bien, si vous le permettez, parce que on ne peut pas évoquer un point sans y revenir quelques années plus tard. Mais avant,
avant d'aller sur les questions qui fâchent, avant de vous Non, je ne voudrais pas me fâcher. De bon matin, je ne veux pas me fâcher. D'augmenter vos battements de cœur. Oui. Revenons d'abord sur la célébration. Vous allez célébrer comment le Alors, 186e anniversaire. il y a au Forum du Moudjahed, où le président de la fondation, donc Mohamed Lamine Boutaleb, sera l'invité d'honneur, Oui. où on parlera, il y aura des spécialistes de l'émir, comme Si Mohamed Taibi, Amar Belkhoja, Si Amar Belkhoja, et d'autres spécialistes qui seront tous au rendez-vous, donc le 27 au Forum du Moudjahed, rue de la Liberté, ici à Alger. Voilà, Voilà, 27, donc c'est mardi prochain. mardi. Et ça se passe au forum d'El Moudjahed. Avec Mashal Shahid, bien sûr. Exact. Oui. Avec l'association Michel Shahid. Alors, un mot sur le film. Il y a quelques années, On revient sur... Oui, sur- oui. Bah oui. Ça, Non, il mais faudrait inviter non, M. j'y vais Boutaleb j'y pour vais pas ça. en polémique. Non, oui, bien sûr. Alors, regardez, c'est l'actualité qui le veut aussi. Absolument. Depuis absolument. quelques temps, on parle beaucoup de films Oui, sur oui. des personnages historiques qui ont été réalisés. Certains ont été contestés, d'autres sont non. entrés en polémique, Oui. d'autres ont vu le jour au cinéma, mais ont été mal distribués, ce qui nous a pas permis, qui n'a pas permis au grand public d'aller apprécier ces films. Aujourd'hui, on peut revenir sur cela. Il y a quelques années, il y avait le projet qui avait été initié d'ailleurs et par la Fondation et par des volontés institutionnelles aussi. Il y a eu le ministère de la sûr, Culture bien qui sûr. s'était engagé dans cela, de réaliser un film. La Fondation était en totale opposition au bout d'un moment avec les visions du scénario et le choix du réalisateur. Vous êtes battus, il n'y a pas eu de film. D'ailleurs, Mohamed Lamine Boutaleb, ici sur ce même plateau, était assis à ma droite, je me rappelle comme aujourd'hui, et il était très heureux de dire que le film avait été stoppé, qu'il ne verra pas le jour, sous cette forme en tout cas. Oui, sous la forme dont... Aujourd'hui, que se passe-t-il ? A-t-on prévu autre chose ? Est-ce qu'il est normal que plus d'un siècle et Non, demi après, il n'est pas normal. Il n'est pas il n'y ait normal. pas de film sur l'un des Non. principaux personnages de l'histoire Le algérienne ? fondateur de l'État moderne algérien, on a vu plusieurs films qui ont été faits et c'est pas plus mal. Mais c'est vrai que tant qu'il n'y a pas de film, ou je dirais même une série de films de l'émir Abdelkader, parce qu'un film ne suffit pas pour parler de l'histoire, pour parler de son génie militaire, pour parler de ce soufi, pour parler de l'homme de lettres, pour parler il a tellement de facettes, l'émir Abdelkader, du stratège, du diplomate, de ce qu'il a fait de l'émir au pays du Levant aussi. Il y a toute une histoire parce que et il a fait énormément de choses, notamment pour le canal de Suez. Et là, on se dit, toute cette immensité de l'émir Abdelkader, qui n'est pas exploitée d'abord chez lui, parce que c'est nous, en fait, les ambassadeurs de notre histoire. Si nous, on ne le fait pas, si nous, on n'est pas derrière de grands projets comme celui-ci, qui va le faire? Bientôt, on nous dira l'émir Abdelkader est tunisien ou marocain ou je ne sais pas quoi. Et bien, ça sera de notre faute, tout simplement. Donc le cinéma, pas encore. Vous le souhaitez, mais pas encore. On le souhaite Il n'y a pas de projet vivement, concret. on le souhaite vivement et on souhaite qu'il soit fait correctement. Parce qu'il ne suffit pas de faire un film, il suffit de le faire correctement et de retracer l'histoire avec des historiens et que ça ne soit pas fait n'importe comment. Voilà. Est-ce que la Fondation se met à disposition aujourd'hui pour apporter ses petits correctifs et son grain de sel sur un scénario qui sera en préparation? Écoutez, la Fondation sera toujours là au rendez-vous avec tous les grands événements qui se rattachent à l'histoire et notamment celui de Elle sera là en tant que censeur ou en tant qu'accompagnateur? Accompagnateur, bien Ouais. sûr, non, accompagnateur. On aimerait accompagner et voir ce qui se passe, mais en tant que censeur, non, quand même pas. Ouais. Non, mais je pose des questions. Non, non. J'imagine que vous avez plutôt envie de dire, de répondre non à des questions négatives que de les laisser dans le cœur des uns et de ne pas permettre à d'autres. Non, pas du tout. Au contraire, bien au contraire. Tout ce qui se fera pour l'émir et tout ce qui se fait, même en dehors de la Fondation, avec d'autres associations qui se trouvent à travers le monde, c'est Ouais. toujours la bienvenue. On est toujours heureux de voir que l'émir est porté de partout. Là, j'étais à Washington. C'est la ville d'El-Kader qui a fait un grand événement à Washington sur l'émir Abdelkader. Ouais. Et il y a Abdelkader Project où ils étudient l'émir. Et là, un pays comme les États-Unis parle de l'émir Abdelkader et de son génie, alors que nous, il faut qu'on se batte pour expliquer. Le maire d'El-Kader Sidi avait été invité à un colloque qui s'était déroulé à Jannatul Arif, à Mostaganem,
avec Oui, Cheikh oui. Khaled Bentounes, et Oui. qui était venu parler effectivement de l'émir et de cette ville et de ce qu'elle portait comme valeur et de ce qu'on savait déjà dans cette ville sur l'émir Abdelkader. Aujourd'hui aussi, l'autre question que je souhaiterais vous poser, nous sommes en train d'assister à un phénomène nouveau, de nouveaux descendants de l'émir. Vous en pensez quoi, vous? Je ne voudrais pas Écoutez, rentrer dans les détails, nous oui, l'avons vu oui. sur d'autres chaînes, sur des chaînes, sur Internet également, des personnes qui se revendiquent aujourd'hui Qu'est-ce que vous voulez que je dise? On en a parlé. héritier de l'émir au sens héritier, c'est-à-dire descendant de l'émir. Je dirais que nous... C'est flatteur ou c'est dérangeant? C'est-à-dire que les Algériens sont tous, pour moi, descendants de l'émir. C'est ça. Ça ne me dérange pas toujours dans la une fierté mesure... de dire, nous voilà, sommes, nous sommes. Ouais. Il n'y a pas de souci. Mais en faire une affaire vraiment polémique... Ça, non, je ne suis pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Bon, je l'ai un peu dénoncé au Salon du Livre, mais maintenant, je ne veux plus en parler parce que c'est quand même... on en a parlé, mais c'est trop donner d'importance à des personnes qui n'en valent pas grand-chose. C'est-à-dire que vous confirmez que ce ne sont pas les descendants de l'émir. Ouais, je pose des questions au cas où demain vous voudriez me prendre comme cible. Enfin, possible. Je suis qu'un poseur de questions, mais je les assume par contre. Alors, vous avez raison. On revient sur l'événement le 27. Vous serez en tout cas notamment au Forum d'El Moudjahid. Nous serons, mon père sera donc le président de la fondation, sera au Forum du Moudjahid. Je serai à Mascara. Peut-être de passage à Lausanne pour voir ce qui se passe. C'est toujours intéressant comme c'est ouvert au public. On verra. Donc la fondation sera un peu partout. Et c'est une joie pour nous de voir qu'il y a donc des villes qui fêtent l'émir Abdelkader. Et j'espère que l'année prochaine, ça sera toute l'Algérie qui fêtera la Moubaïa. Vous serez candidate à la succession de votre père à la tête de la fondation? Une fois à l'Assemblée Générale. Une fois à l'Assemblée, je ne sais pas, il y aura plusieurs personnes et on verra celui qui... Mais vous serez candidate? Je ne sais pas, je n'y pense pas vraiment, mais je serai vraiment à la Moudjahida de l'émir Abdelkader, là où je serai, et où je serai, je me battrai pour l'histoire de l'Algérie, l'histoire de mon pays. Merci à vous d'avoir été là. Merci, On vous souhaite Mahrez. beaucoup de belles choses. Une bonne semaine en perspective en tout cas. Absolument. Pleine et riche d'activités et de voyages et de rencontres. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de belles choses en espérant que la jeune génération aussi prenne conscience de la jeune et l'ancienne, qui ne connaît peut-être pas l'histoire dans les détails de l'émir Abdelkader et ses différentes facettes, prenne conscience de l'importance de l'émir, de ce personnage, et qu'elle aille à la découverte aussi des valeurs qu'il portait et des leçons que l'on peut retenir de son parcours à lui. Merci encore. Merci à vous. Juste une petite seconde. L'émir Abdelkader doit être enseigné. L'émir Abdelkader est une école. Et si on passe à côté, c'est vraiment dommage pour cette génération montante qui ne connaissent pas leur histoire. Donc, quand on voit sur les réseaux sociaux ces jeunes ne connaissant pas l'histoire, disant n'importe quoi, je crois qu'on est en partie fautif. Parce qu'on n'a pas su les cadrer, gérer. Parce que très jeune, quand on connaît l'histoire, on monte avec l'histoire de notre pays. On monte avec ce nationalisme, avec ce patriotisme, avec cet amour de l'histoire. Mais quand on ne connaît pas, comment vous voulez qu'à certaines âges, si on ne le fait pas par nous-mêmes, voilà. Merci encore. Merci encore, merci à vous. Allez, quant à nous, la matinale continue dans quelques instants. On va parler des startups avec Kamel Swig sur le plateau. Et juste après, on enchaînera avec Djali Miraska, Maya Amrani et Hakim Keshroud. Mais juste avant, c'est Ferry El Hamdi qui nous propose un portrait, celui d'un guide touristique passionné et passionnant à Moncy. Ça va, ça a été? Il est 10h30 du matin. Comme chaque samedi, Yessine vous amène à visiter la Casbah d'Alger. Classée patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, la Casbah d'Alger est un endroit unique et magique. Yessine, natif, habitant et amoureux de la Casbah, vous propose une agréable visite guidée. Il a choisi pour nous un circuit très riche en histoire, en patrimoine, mais aussi en forte émotion. Mon histoire avec la Casbah, c'est je suis né dans ce quartier. J'ai grandi dans ce quartier, c'est-à-dire j'ai fait même l'école coranique, donc la première mosquée, on peut dire, enfin, selon les historiens, d'autres ils considèrent que c'est la première, comme d'autres la deuxième mosquée. La mosquée de Sidi Ramadan, c'est des mosquées qui datent de l'époque.
des Almoravides, donc Jama Sidi Ramadan, c'est là où j'ai commencé, c'est-à-dire à découvrir mon quartier. Donc j'ai commencé à apprendre le Coran. Et puis l'école primaire Msid Fatah. Et je me rappelle une anecdote, donc il y avait le passage de Rouiched qui nous a rendu visite, c'est-à-dire il est venu pour voir sa classe. Donc comme par hasard j'étais dans la même classe. Et c'est-à-dire j'ai fait tout mon cursus, sauf le cursus universitaire, donc qui était à l'extérieur de la Casbah. Yassine, ce jeune guide connaît chaque coin et recoin de la citadelle. Il accompagne chaque semaine ses hôtes dans une Jawla Asimiya. J'ai commencé à faire des visites guidées. Ça fait il y a quelques années de ça, donc j'ai commencé à faire des visites guidées. Je propose, au début c'était des propositions de ma part à mes amis quand ils reçoivent des amis ou de leur famille qui venaient de l'étranger et tout. C'est moi qui leur proposais, c'est-à-dire de visiter la Casbah. Et du coup j'ai commencé à organiser des visites guidées aux gens via les réseaux sociaux. بعض المؤرخين يقول كانوا بيبان صغار يعني طبيعات وخلفهم إلا ما تسكنش هنا تطلع منه بحياتك كيما إلا ما ننساش J'ai un projet, c'est-à-dire peut-être avant l'été ou là juste après Ramadan, je serai, c'est-à-dire un guide donc avec une tenue traditionnelle, voilà, tenue de Zarnaji à peu près. Ouais, donc je commence et je fais tout le tour, donc habillé en traditionnel. La visite commence par la haute Casbah. Sac à dos, chaussures de marche, le groupe est prêt à découvrir pour la première fois la Casbah. هو حاجة شابة باسكو أنا ديجا نبغي هادو لي كارتي بوبولار وكاع ومن بكري كان في خاطري زعما نشوف هادي الكاسبة وكاع ثم صافي بليزير ديجا فيها بزاف لي زيستوار هنايا. C'est la première fois que j'ai la Casbah, ça fait vraiment plaisir parce que تعلمنا صوالح اللي ما كناش نعرفوهم باللي لا كاسبا بكري كانوا اسمها إيكوزوم من عهد الفينيقيين حتى وصلنا لعهد العثمانيين ودوكا jusqu'en arrivant حتى la bataille d'Alger, donc تعلمنا de différentes histoires. La visite se prolonge jusqu'à la basse Casbah. Le circuit est marqué par de nombreuses haltes, notamment les fontaines, la maison historique de Ali Lapointe et les artisans de la Casbah. Je trouve ça très impressionnant parce que c'est joli d'abord et puis c'est bien, vous êtes en train de restaurer et vous avez raison parce que pour le tourisme, développer le tourisme, il faut faire ça parce que c'est l'endroit quand même typique d'Alger. Je suis frappé par la richesse de l'architecture. J'ai pas encore eu le temps de voir tout ce que j'aurais voulu voir. Il y a encore des palais qui sont à peu près bien conservés. Je crois qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour tout remettre en état. Mais c'est un but de voyage qu'il ne faut pas louper. Je découvre l'Algérie. C'est mon premier périple dans votre cher pays. Mes parents étaient en poste à Oran, à Arziou. Et j'ai des récits de mes parents, jeunes mariés, jeunes parents, qui faisaient le front de mer, qui venaient à la Casbah, passer des moments idylliques. Et ça a bercé mon enfance de métropolitaine. Et je découvre donc, et je suis avec eux, je vois la Casbah avec leur regard. Et c'est très émouvant pour moi. Depuis quelques années, Yassine se consacre en parallèle à son activité professionnelle. À des visites guidées, il met en avant le volet populaire de la citadelle, le mode de vie et ses habitants et leurs coutumes. Mais ce jeune guide est aussi amateur et amoureux de la musique chabi. C'est quand j'étais enfant, vous savez que l'influence, donc à la maison, on n'entendait que le chabi à l'époque. Et j'étais attiré, on peut dire, que par cet instrument qui est typiquement algérois aussi. Création, enfin, l'idée, c'est celle de Mohamed Lanqa. Mais le premier mandal fabriqué, c'était par un Italien Bilido qui était à Bablouad à l'époque. Et comme j'aime la musique chabi et tout, donc j'aime cet instrument qui a un son un peu différent par rapport aux autres instruments. Et donc j'ai commencé, d'ailleurs c'était mon rêve d'avoir un instrument pareil.
Et quand j'étais petit, j'avais pas les moyens. Donc dès que j'ai commencé à travailler, la première des choses, peut-être la première ou la deuxième paye, j'ai commandé un mandol. Non, on peut croiser Kamel Souik, on lui dit c'est quoi. Bienvenue à vous tous, excellente matinée. C'était le portrait de ce portrait, tiens, c'était le portrait d'un guide touristique passionné de la Casbah rencontré par Falil Hamdi. Et ce matin, on se retrouve pour parler des startups comme hier avec Kamel Souik. Kamel Souik, bonjour. Vous recevez aujourd'hui deux invités, Lamine Bouchaour. Je ne me trompe pas, Jumia Food, bienvenue à vous. Et Abdelhakim Achour, alors vous c'est Bindup Technologies. Et bienvenue à vous messieurs, les débats sont ouverts. Kamel Souik. Bonjour Mahrez, bonjour à toutes et à tous. Donc c'est le deuxième numéro de Startup. Nous allons s'intéresser aujourd'hui aux applications mobiles algériennes, les applications qui sont développées en Algérie et qui sont utilisées par les Algériens. Alors Jumia Food et Bind Technologies sont avec nous. Donc Lamine Bouchaour, vous êtes directeur général de Jumia Food, et Abdelhakim Achour, vous êtes responsable des opérations. Nous allons essayer de répondre à trois questions. Quelle valeur ajoutée d'une application mobile en Algérie? Combien coûte une application mobile? Quel mode de rémunération vous appliquez à vos utilisateurs et à vous-même aussi, la marge que vous récupérez? Et puis la question qui taraude l'esprit de beaucoup d'utilisateurs, c'est le data mining, la récupération des informations. Quand on s'inscrit dans votre application, est-ce que ces informations sont confidentielles? Vous les garantissez aux clients ou est-ce que vous les revendez par la suite? Alors on commence avec vous, Jumia Food. Juste une petite présentation de l'application pour ceux qui ne connaissent pas Jumia Food. Alors tout d'abord, merci de m'avoir invité Kamel, ça me fait plaisir d'être là. Alors pour Jumia Food, c'est très simple. C'est une application mobile ainsi qu'un site internet qui permet de mettre en relation donc les consommateurs, ceux qui vont aller commander d'un restaurant. Et donc le restaurant, nous, on est une plateforme de livraison. C'est-à-dire, en gros, vous allez venir chez nous, choisir votre restaurant, vous aurez un menu qui est exactement au même prix qu'au restaurant, vous choisissez vos produits, ça arrive chez nous, on va traiter la demande et environ 40 à 45 minutes après, vous avez votre commande là où vous avez décidé de manger. C'est une application algérienne ou une application qui vient d'Afrique? Alors, Jumia, c'est une application qui vient du Nigeria, historiquement, en 2012, donc ça s'appelait Hello Food. Entre-temps, donc, on l'a rebaptisé Jumia Food. Aujourd'hui, on est présent dans 11 pays africains. Et donc, effectivement, c'est une application qui est internationale, qui nous vient du Nigeria. Alors, Bind Technologies, vous, c'est une solution au problème de transport en Algérie. Exactement. Un petit mot sur Bind Technologies. Donc, Bind Technologies, c'est-à-dire a été créé en Algérie. C'est créé en collaboration avec un ami qui habite aux Émirats Arabes Unis. Ouais. Donc, on a fait Bind Technologies en Algérie, c'est une VTC, donc véhicule touristique avec chauffeur. Donc, l'idée, c'est pour pallier toujours au manque de transport en Algérie, avec un plus. Oui. La première question qui vient à l'esprit, c'est qu'est-ce qui vous différencie entre un Yassir, un TomTom, etc. et d'autres applications comme Onsoni qui sont présentes en Algérie? L'idée, c'était de, bien sûr, ne pas faire ce qu'ils font les autres seulement, c'est d'ajouter d'autres fonctionnalités. Donc, Bind, ce qui différencie Bind par rapport aux autres applications, c'est la multitude ou les différentes catégories qui existent dans l'application. Donc, on a le choix, c'est-à-dire le client a le choix d'un véhicule standard, donc économique, VIP, familial pour les transports vers l'aéroport et tout. On a les transports, c'est-à-dire pour les déménagements, et récemment lancé les chauffeurs femmes. Donc c'est très important. Donc on essaie de répondre à un besoin de la société et de diversifier le choix pour les clients finaux. C'est pas juste une stratégie marketing, vous répondez à un vrai besoin en Algérie. Vous avez reçu des demandes de femmes qui veulent être accompagnées par des femmes? Exactement. Dans les deux sens. C'est-à-dire il y a des chauffeurs femmes qui veulent exercer dans un cadre professionnel et légal. Et il y a d'autres, c'est-à-dire clients femmes, qui voudraient avoir des chauffeurs femmes. Pour rester précis, et c'est une question que je vous pose à vous deux, vos marges sur une course de 1000 dinars, vous prenez combien? Le chauffeur prend combien? Maintenant, c'est-à-dire on prend, pour une course de 1000 dinars, on prend 20%.
C'est-à-dire vous prenez 200 dinars sur 1000 dinars. Exactement. Donc les 1000 dinars, donc les 800 dinars c'est au chauffeur et sur les 200 dinars donc on paye les impôts et tout et on garde une petite marge pour nous. Lamine Bouchaoul, votre marge? Alors ça dépend de beaucoup de facteurs. Donc notre modèle économique par contre il est assez simple, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on négocie une commission avec le restaurateur et des frais de livraison qui sont réglés par le consommateur final. Ensuite ce qu'on gagne sur une commande, je ne saurais pas vous dire parce qu'on fait énormément d'opérations où on finance et on sponsorise donc les opérations soit par des opérations de livraison gratuite ou alors par des remises, par exemple le Black Friday, on a fait des ventes flash jusqu'à moins 90%. Alors on part du principe que je suis un novice dans les technologies numériques, je veux télécharger cette application. Comment faire? J'ai un smartphone, il faut avoir un smartphone pour télécharger votre application. Il faut avoir un smartphone. Si je n'ai pas de smartphone, je vais sur votre site web. Exactement, donc c'est très très simple. Si vous avez un smartphone, donc si c'est un Apple, donc vous allez partir sur Apple Store. Oui. Si c'est un Android, donc ça sera le Play Store. Jumia Food, c'est une application de moins de 30 mégas. Qui est complètement gratuite et fonctionnelle tout de suite. Si vous n'avez pas donc de smartphone, sur un site internet, vous allez sur jumiafood.dz. Abdel Hakim, je reviens vers vous. Selon quels critères vous établissez vos tarifs? Les tarifs sont établis par rapport à une grille de l'État, plus un petit QIA par rapport c'est-à-dire au service donné. Donc c'est un chauffeur privé qui vient, c'est-à-dire vous récupérez chez vous à l'endroit exact où vous êtes et vous déposez, c'est-à-dire à l'endroit voulu. Donc c'est un plus, c'est par rapport au service rendu. Et je suppose qu'il y a des critères pour recruter les chauffeurs Bien également. sûr, il y a des critères de recrutement, il y a les critères par rapport au véhicule lui-même. Donc, l'idée, c'est améliorer le service. Donc, en Algérie, il y a toujours, on est en retard par rapport aux services fournis dans différents domaines. Donc, l'idée, c'est d'améliorer le service, Donc, c'est ça le langage ou le slogan avec nos chauffeurs et nos collaborateurs. C'est toujours, l'idée, c'est améliorer le service. Donc, toujours, on notifie, on dit, donc le véhicule doit être toujours propre. Il y a une bouteille d'eau, c'est-à-dire il y a des mécanismes, il y a un protocole. Et les chauffeurs sont notés, bien évidemment, par les clients. Bien sûr, c'est ça. C'est-à-dire donc après à chaque course, donc le client a la possibilité de noter le chauffeur. Donc mettre une note et mettre un commentaire. Alors c'est ça la question que j'ai envie de vous. Est-ce qu'il a la possibilité de noter un client ou est-ce qu'il est obligé de noter un client? Parce que dans certaines applications, on est obligé de noter un client. Il est obligé, c'est-à-dire à la fin, il est obligé, c'est-à-dire il peut sortir carrément, c'est-à-dire de l'application sans mettre aucun commentaire ou aucune note, mais ça serait bien, c'est-à-dire généralement les gens contents ne mettent rien. On peut ne rien mettre. On peut ne rien mettre, bien sûr. Sinon, ça va rester. C'est-à-dire les gens, parce que donc, dès qu'il termine sa course, donc il est arrivé à destination, il ferme directement son mobile, donc il paye et c'est tout. Donc, Lamine, sur votre site web, on retrouve sur votre page d'accueil les restaurants les plus populaires. Est-ce que vous avez la même démarche marketing que Bain Technologies? Vous notez vos restaurants, vous notez vos clients? C'est un algorithme qui va prendre plusieurs facteurs. C'est-à-dire, vous avez la note du client qui est très très importante. Elle prend le plus gros du coefficient de l'algorithme. Ensuite, vous avez donc la rapidité de préparation du restaurant. S'il n'y a pas de retour sur le restaurant, ce que nous on appelle communément du fail rate, c'est des échecs de commande. Donc ça va prendre plusieurs facteurs en considération pour mettre le restaurant en populaire et le remonter sur la liste. Vous dites des échecs de commande, ça veut dire que vous avez affaire à des gens qui commandent et qui ne payent pas? Non, en fait, sur les classements, pas ça. Sur les classements, c'est si vous êtes un restaurant et vous commandez un produit et qu'il n'est pas disponible. Normalement, on ne devrait pas pouvoir commander un produit non disponible. Vous devez me le communiquer. Donc, si la communication se passe bien, vous êtes automatisé, etc., vous montez sur la liste des populaires. Est-ce qu'on peut parler, c'est pas confidentiel, du nombre de téléchargements de vos applications en Algérie? Nous, en Algérie, on est aujourd'hui à plus de 11 millions de téléchargements. 11 millions? 11 millions. Ensuite, sachant qu'en Algérie, les gens ont plusieurs smartphones. À chaque fois que vous changez de smartphone et vous retéléchargez, c'est un téléchargement. Mais on a aujourd'hui 1 million d'applications actives qui commandent sur Jumia Food. Est-ce que 1 million d'applications actives veut dire 1 million d'utilisateurs? Pas nécessairement. Alors, vous avez combien d'utilisateurs? Alors, ça, c'est des chiffres qui sont assez difficiles à communiquer, mais je peux vous dire qu'il s'agit aujourd'hui de plusieurs centaines de milliers. Bain Technologies, combien d'utilisateurs actifs?
actif. Donc, téléchargement, on est entre jusqu'à 15 000. Il faut savoir que Bind a été lancé officiellement au mois de juillet 2018. Donc, c'est un peu récent par rapport aux concurrents. Donc, on a environ 15 000 téléchargements et actifs entre 3 000 jusqu'à 3 000 utilisateurs. Alors, une question qui me taraude l'esprit personnellement, mais qui taraude l'esprit des utilisateurs numériques des technologies nouvelles ou numériques, si vous voulez. Alors, la question du data mining ou la récupération des données. Si je m'inscris sur vos deux applications, est-ce que vous me garantissez aujourd'hui que mon nom, mon prénom, mon numéro de téléphone, mon adresse mail, ma géolocalisation n'est pas communiquée par la suite, n'est pas vendue à un tiers? Alors, si, pour le cas de Jumia Food, si vous lisez les CGE, donc nos conditions de vente, il est très clairement stipulé qu'on ne revend pas... Pardon? Que personne ne lit. Que personne ne lit, malheureusement. Mais il est clairement stipulé qu'on ne revend pas nos datas. D'ailleurs, il est très très simple. Sur Jumia Food, mis à part les CIO, les MD, donc les directeurs généraux de pays, plus le Head of Marketing, personne n'a accès aux datas des gens. Exact. C'est la même chose. Donc, c'est par rapport... il faut savoir qu'il faut rassurer les clients et les chauffeurs parce que c'est les deux informations clés des applications VTC. Donc, les applications VTC sont destinées, c'est-à-dire pour rendre un service de transport, pas pour utiliser leurs données pour un besoin commercial, c'est-à-dire ultérieurement. Mais vous savez très bien pourquoi je vous pose la question, oui, parce bien que sûr, c'est légitime. Des géants des technologies numériques qui ont tenu le même discours et les informations ont été vendues sans leur oui, il y a le slogan. Bon, le slogan. Vous garantissez le client algérien que leurs données restent confidentielles dans vos bases de données. Absolument. Oui. D'ailleurs, les données, par exemple pour le groupe Jumia, les données ne sont utilisées que à des fins publicitaires, mais de Jumia. C'est-à-dire c'est des newsletters, des push notifications, des SMS, mais qui sont exclusivement Jumia. Maintenant, ça dépend de l'aventure, mais ça reste exclusivement du Jumia. C'est du Jumia pour du Jumia. D'accord. Donc généralement c'est ça, c'est-à-dire l'idée c'est qu'on fait le profiling des clients, donc juste pour améliorer le service. Donc essayer de voir où mettre plus de chauffeurs, ou mettre, c'est-à-dire une nouvelle catégorie. C'est ça l'idée derrière, avoir les données et les commentaires et des clients et des chauffeurs dedans. Et comment vous faites aujourd'hui pour cibler plus de clients? Est-ce que vous avez un cœur de cible ou vous ratissez large pour le cas de Jumia Food, on n'a pas de cible parce que tout le monde dit, tout le monde déjeune, tout le monde mange. Notre cible, c'est tout être humain normalement constitué. Ensuite, il est vrai qu'il y a certains segments où elle est beaucoup plus utilisée. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous vous adressez à des gens, à des utilisateurs qui ont un smartphone et qui se connectent à Internet. Absolument. C'est ça votre cible. C'est ça. Est-ce que c'est des jeunes? Est-ce que c'est des moins jeunes? C'est obligatoire. C'est-à-dire que maintenant, avec les smartphones et les applications mobiles, on ne peut pas c'est-à-dire parler d'applications mobiles sans parler de smartphones. Donc c'est le BAB des nouvelles technologies. Donc votre cible, c'est... C'est les gens qui utilisent généralement de l'Internet et les applications mobiles et tout, parce qu'ils sont familiers. Donc maintenant, il y a des gens qui arrivent à l'aéroport qui veut sortir, ça devient un geste spontané, direct, de utiliser les applications, voir la météo, la circulation, tout, c'est-à-dire tout, c'est à travers les applications. Il y a maintenant, la tendance, c'est mobile first, c'est-à-dire dans le développement c'est-à-dire on commence avec le mobile et les applications mobiles, et puis... Très bien. Merci à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour l'invitation, merci Mahrez. La dernière question, l'ensemble de vos services sont domiciliés en Algérie. Je reviendrai sur la même question que j'avais posée à votre ancienne directrice de communication qui n'a pas su répondre d'ailleurs. L'ensemble de nos services sont alors, comment expliquez-vous la désillusion? Jumia Travel, il y a quelques années, on avait fait le test ici en direct. On s'est rendu compte que tout était bien, qu'on arrivait à tout choisir, qu'on était sur une interface qui ressemblait sympathiquement, je vais dire, sans parler de copiage forcément, à Booking, l'un des leaders mondiaux, et qu'à la fin, on nous demandait de payer en euros, en devises. Il est très très simple, je vais vous expliquer ça. C'est-à-dire que c'est un service qui échappe à toute forme
de contrôle ici en Algérie par les autorités algériennes? Alors c'est aussi simple que ça. Lorsqu'il s'agit donc d'un paiement en local, quand vous allez réserver un hôtel localement ou un billet d'avion localement, tout ça est payé en dinars, soit en post-paid ou en pré-paid. Donc ce qu'on appelle post-paid et pré-paid, ça dépend de si vous allez nous faire un virement avant, en amont, ou alors vous allez payer au niveau de l'hôtel ou de l'agence une fois que vous arrivez. Ensuite, tout ce qui est donc réservation à l'étranger, nous n'avons pas la possibilité de convertir les dinars donc en devise pour payer à l'étranger. Ça, pour ce type de paiement, on requiert donc une carte Visa, mais ça reste quand même une partie du site qui n'est pas domiciliée en Algérie. Donc c'est une partie ce qu'on appelle nous le Jumia global. Donc c'est tous les services qu'on ne peut pas réaliser localement, on les fait passer en global. Merci d'avoir répondu à la question. Je vous en prie. Merci à vous trois, merci d'avoir été là ce matin. Allez, quant à nous, on se retrouve dans quelques instants, cette fois-ci avec Jalil Meraska. Il est spécialiste en nutrition et coaching du sport. Ça tombe très bien avec lui aujourd'hui. Une nouvelle thématique sur laquelle on reviendra. Ce sera juste après cette escapade avec Mouna Nawel Hamoudi qui, elle, nous propose de découvrir une école de danse. Allons-y avec elle. Elles ont entre 3 et 25 ans. Pour ces fillettes de l'école arabesque, la danse est bien plus qu'un sport. C'est une passion, un rêve. Une discipline où toutes les performances physiques et techniques sont mises au service de la beauté et de l'élégance. Certaines d'entre elles pratiquent la danse classique depuis plus de 20 ans. Choisi la danse, c'était pas vraiment un choix au début, parce que c'est mes parents qui m'ont inscrit et peu à peu j'ai appris à aimer cet art et ce sport parce qu'il nous apporte beaucoup, il nous forge un caractère. Alors depuis que j'étais toute petite, j'aimais danser, déjà je faisais des pas dans mon salon et tout. En voyant ma passion, mes parents m'ont directement inscrit chez Madame Lamousse. Et depuis, je ne suis jamais lassée de la danse, jamais. Et ça m'a apporté beaucoup de choses, notamment la passion sociale. Ça fait 4 ans que je fais de la danse ici à l'école arabesque. J'ai commencé parce que depuis toute petite, c'était vraiment, j'ai aimé ça depuis toute petite. Et je m'enfermais dans la chambre et danser pendant des heures et des heures. Donc j'ai commencé et ça forge vraiment le caractère, ça m'a rendue vraiment plus forte. Physiquement ou moralement, je me sens mieux dans ma vie professionnelle et... Regardez mes yeux, très bien, sur les fesses. Maintenant, je tourne mon pied droit. Camilla a 3 ans et fait à peine ses premiers pas dans la danse classique. Elle rêve déjà de devenir une grande ballerine. On reste en deuxième et on ne bouge plus les pieds. Tête pliée. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, doucement. Je ne bouge pas les pieds. Pas beaucoup. 1, 2. Camilla, elles sont au départ. Est-ce que tu aimes la danse classique? Hein? Bien sûr. Qu'est-ce que tu veux devenir par? Oui. Qu'est-ce que tu veux devenir après? On se tient pas. Je veux devenir une ballerine. Voilà. Et tu viens avec qui ici? Tu viens t'entraîner avec qui? Avec Tati. Une discipline qui nécessite des années d'entraînement, mais pour ces futures ballerines, le plaisir et la passion prennent le pas sur l'effort et la fatigue. Quand on vous ramène un enfant, si vous voyez qu'il est trop jeune, mais on fait un test, on voit si le corps de cet enfant va être disposé à prendre part à un cours de danse classique, parce que la première année, c'est surtout le placement du corps, le développement du rythme, c'est-à-dire de l'oreille musicale, de la coordination. La nature, elle a une importance dans la danse. La nature, elle a une importance. Le fait est que vous verrez les dispositions physiques des unes et des autres, le coup de pied, les ouvertures, la souplesse. L'école arabesque est un établissement où la passion est forgée par une véritable formation. Et 1, 2, 1. Ces danseuses rêvent de devenir les ballerines de demain, mais pour cela, elles savent qu'il faudra travailler très dur. Un sacrifice face auquel elles n'hésitent pas, car la danse classique est le rêve de leur vie.
Voilà, Madame Namous, tiens, à l'image, avec Mounana El Hamoudi, pour parler de cette école de danse. Vous avez pratiqué un peu de danse dans votre vie ou pas du tout? Pas du tout. La danse, non. Non. Enfin, la danse, oui, on a dansé, mais c'était bon. la question qui le dégoûtait. La danse. La danse. Non. Enfin, oui, on a tous pratiqué la danse, mais autrement. Vous avez dansé? On a dansé un petit peu dans les fêtes. Ah, vous dansez? Ouais. Vous n'êtes pas intimide? Non, J'ai toujours eu l'impression que vous étiez intimide. C'est-à-dire que oui, là, on va chercher d'autres tables pour aller l'emmener danser. Non, c'est pas votre cas. Peut-être j'étais timide, j'étais une personne effectivement timide, oui. Je suis plutôt réservé. Alors, je vous traduis ce qu'il vient de dire. Ouais, j'étais timide quand j'avais un corps chétif. Maintenant que j'ai un corps d'Apollon, on a plus de. Ouais, j'ai plus d'assurance, quoi. C'est moi qui pousse la danse, c'est ça. Bienvenue à vous, Djali Meraska. Nutrition du sport. Oui. Bienvenue. On va parler ce matin. Tiens, votre page, on le rappelle. Hein. Pour une fois, on va commencer avec des aides de fitness et nutrition. Fitness et nutrition sur Instagram, Facebook, YouTube. Twitter bientôt. On l'espère. Bientôt, j'espère. Ouais. Facebook est bientôt dépassé. Je ne sais oui, pas si vous avez remarqué. Maintenant, ça va dans les excès. Alors, vous en avez quelques-uns qui partagent tout, quoi. C'est un peu trop. Même, tu as envie de dire, mais mec, qu'est-ce que tu as une vraie vie à part ça sur Facebook? Oui, c'est vrai. Et puis, il y a ceux qui disparaissent. Carrément. Bon, et là, ils se reconvertissent plutôt vers des réseaux plus courts, plus simples, plus rapides, plus informatifs. Twitter et Instagram, c'est très interactif. Je trouve que c'est vraiment ludique. Il va y avoir l'apparition d'un nouveau réseau social, vous allez voir, qui va encore changer nos habitudes. Ben, on va voir ça. Hein. On va voir ça. Bon, Monsieur Meraska, on va parler des tendances régime 2018. C'est ça. Bon, on n'est pas. Les tendances, enfin, c'est les modes alimentaires. Hein. Ce qui est à la mode actuellement, c'est comme toutes les tendances, ça existe aussi au niveau des régimes alimentaires. Cette année, on a entendu parler beaucoup du régime cétogène, le régime à base de graisse. C'est un régime qui est hyper lipidique, où sur les réseaux sociaux on en parle beaucoup. Le régime cétogène, on appelle ça en anglais le ketogenic diet. Vous allez voir keto, là où vous lisez keto, c'est le régime cétogène. Voilà. Il y a le jeûne intermittent aussi qui fait fureur actuellement. Surtout, en fait, généralement, le jeûne intermittent existe depuis la nuit des temps. C'est un peu le jeûne qu'on fait, le jeûne religieux. Ça ressemble à ça. Après le jeûne intermittent, on a découvert que c'est plus avec des horaires un peu plus restreintes. Voilà. C'est-à-dire, on fait par exemple du 18-6 ou jeûner pendant 7 heures et après. Mais donnez un exemple plus concret pour ceux qui nous regardent, qui ont raté peut-être et qui sont déconnectés. Par rapport au jeûne intermittent. D'accord. Alors, il y a le jeûne intermittent, en fait, c'est, comme son nom l'indique, donc c'est un jeûne par intermittence, ou en intervalle, c'est-à-dire c'est des heures comme on fait pendant Ramadan. On dort par exemple les 7-8 heures, et pendant les 18 heures qui restent ou les 16 heures qui restent, c'est l'inverse en fait. Voilà. Je vais vous dire la même chose que la semaine dernière. Djali Meraska, poussez juste un peu votre micro. Vous nous excuserez, nous avons un matériel datant un peu d'une certaine. Non, mais amusez-vous comme vous voulez, juste évitez de le toucher. Parce que du coup, c'est. Ça fait du bruit. Ouais, ça fait un max de. Voilà. Et après, c'est moi qu'on embête. Oui, alors, allons-y. Donc, le jeûne intermittent, vous l'avez dit. Intermittent, mais exemple. Fais un jeûne. Vous faites une période de jeûne intermittent. C'est quoi Alors, en fait, il y a le jeûne sec. Il y a déjà plusieurs types de jeûne. En fait, il y a le jeûne sec, le jeûne à l'eau. Donc, il y a plusieurs types de jeûne. Si on parle par exemple du jeûne sec qu'on fait pendant Ramadan, c'est le jeûne on boit pas et on mange pas. D'accord. Donc même les prises hydriques ou le café et le thé, donc ça rentre pas dans le jeûne sec. Et en fait, c'est des périodes où on jeûne pendant 16 heures. Le plus connu, le plus pratiqué, c'est le jeûne de 16 heures, 8 heures. C'est-à-dire jeûner pendant 16 heures et manger dans la fenêtre de 8 heures. D'accord. Donc ça, c'est pour les gens qui veulent faire un jeûne ou quoi. Et après, on considère ça comme un régime alimentaire, puisque donc c'est un rythme qui est pas habituel. Donc on n'a pas l'habitude, surtout dans la société occidentale, donc de jeûner. On le fait une fois par an, ou rarement en dehors de la période de Ramadan, par exemple. Donc c'est pas quelque chose qu'on peut faire d'une manière comme ça spontanée et dire je peux faire un jeûne intermittent, surtout pour les gens qui sont prédisposés à faire par exemple des troubles alimentaires. C'est très compliqué pour eux de faire un jeûne intermittent.
Voilà. Donc aussi, ça c'est pour, enfin le jeûne intermittent en fait partie. Il y a plusieurs jeûnes, il y a plusieurs régimes tendances actuels. Il y a le jeûne intermittent, il y a le régime cétogène. Actuellement, j'ai entendu parler même du régime carnivore. Carrément, ça refait surface. Ouais. Ça ressemble un petit peu au régime paléolithique. C'est un régime ancestral. C'est en fait nos ancêtres, vous savez, on les appelle les chasseurs-cueilleurs. C'était des personnes qui étaient tout le temps actives déjà et qui mangeaient pendant des petites périodes et mangeaient des grosses quantités. Ouais, mais des quantités de quoi? Des quantités de viande énormes, donc ils mangeaient beaucoup de viande, puisqu'ils chassaient généralement des bêtes, voilà, c'est ce que proposent depuis des années les nutritionnistes ici en Algérie, c'est-à-dire des régimes à base de viande. Viande blanche, viande rouge. Alors 180 grammes à midi, 120 grammes le soir, 180 grammes à midi, 120 grammes le soir, pas de pain, pas de... ça ressemble un peu... et autres. Oui, c'est ça. Enfin, le régime carnivore, c'est vraiment exclusif. C'est la viande, c'est tout ce qui est animal. Que de la viande. Que de la viande. Ah oui, c'est extrémiste, hein, carrière. Ouais. Donc c'est... Ça fait mettre la goutte surtout. Ah oui, c'est ça, c'est ça, exactement. Ça fait mettre la goutte. Donc c'est pas quelque chose à recommander. D'ailleurs, ni même pas les autres régimes, hein, parce qu'on va mettre une conclusion là-dessus. Donc ça reste des tendances, parce qu'en fait, il y a des lobbies qui se créent derrière ça, bien sûr. Donc vous avez entendu parler aussi du régime sans gluten, le régime sans lactose, le régime alcalin, le régime détox. Donc il y en a pas mal, hein. Ah oui, vous allez lire un peu de tout sur Internet. Hein. Pardon? Ça marche. Lequel? Sans glucides. Sans glucides. Ouais. Le low carb, c'est-à-dire le bas en glucides, hein, carrément. C'est le bas en glucides. Hein. En fait, ça marche. C'est zéro, pâtes, fruits, ah oui, mais rien, ils disent. Sucre. C'est ça, c'est mais zéro. par contre, ça se défend sur de la mayonnaise. Sur les avocats, sur les légumes. Tout à fait. Alors que les légumes, justement, hein. Oui, c'est ça. En fait, le low carb, c'est un régime qui est bas en glucides. 10 kilos en un mois. Oui, on perd rapidement, puisque logiquement, en fait, vous savez que le terme carbohydrate, ça vient de la racine, enfin le mot est carbe, qui sont les hydrates de carbone, et hydrate, ça vient d'eau. Donc hydrate, c'est eau. Donc une molécule ou 1 gramme d'hydrate de carbone retient jusqu'à 3 grammes d'eau. Donc vous savez que quand, par exemple, on consomme des glucides ou des hydrates de carbone, on retient de l'eau avec. Ouais. C'est-à-dire, ça peut mener à une rétention d'eau quand on prend beaucoup de glucides. C'est cette corrélation qu'il y a entre les hydrates de carbone et la rétention d'eau. C'est qu'on maigrisse avec de la mayonnaise. Oui, mais après, c'est une question de quantité. Si on mange de la mayonnaise, mais après, on est en déficit calorique dans la journée, on revient à ce qu'on disait dernièrement. Ce qui fait la loi, c'est la balance énergétique. Voilà, même si on mange une tranche de pizza par jour, si vous faites un jeûne intermittent ou quoi, et vous respectez bien sûr les autres facteurs d'hygiène de vie, vous allez perdre du poids, malgré que vous mangez des aliments qui sont dits pas sain, hein, voilà. Donc le débat, il n'est pas qu'en termes de qualité, mais on revient toujours à l'aspect quantitatif. Alors, voilà. mais selon vous, maintenant que vous avez proposé un éventail de régimes qui sont tendances, je veux dire, ce qui marche le plus cette année, mais selon vous, c'est lequel le meilleur? En fait, c'est pas ce qui marche le plus, c'est ce qui est justement, le débat, il est là. C'est que c'est des régimes qui sont très mis en avant sur les réseaux sociaux. Donc on parle beaucoup de cétogène, de jeûne intermittent, de Weight Watcher, de régime Atkins, d'hyperprotéiné, ce genre. Voilà. Vous allez. Ça fait longtemps. Hein. Oui, c'est ancien, c'est très ancien, mais ça refait surface. Ouais, parce que c'est des régimes qui sont généralement, voilà. Donc le régime, moi j'ai dernièrement vu quelqu'un qui suit le régime à soupe de chou. Oui, ça existe toujours jusqu'après. Alors que c'est un truc qui existait depuis la nuit des temps. Mais c'est ça. C'est affreux la soupe au chou. Ta mère te dit tu vas maigrir avec la soupe au chou. Exactement. Donc tu manges une soupe au chou, tu as envie de te venger sur 2 burgers. Donc, du coup, c'est ça, exactement. Oui, c'est ça. Ouais. Peut-être plus. Hein. Donc après, bien sûr, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, le terme meilleure diète, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait dernièrement sur ça n'existe pas. Il n'y a pas de meilleur régime. Il n'y a pas de meilleur régime. C'est en fait le régime ou le rythme, je préfère utiliser ce mot comme ça, un rythme alimentaire. Donc c'est un rythme où on peut adhérer, c'est le mot. C'est-à-dire c'est un rythme ou une hygiène qu'on peut aborder d'une manière plus où il n'y a pas de contrainte. C'est-à-dire on est prêt à le faire, même sur le long terme.
Voilà, c'est-à-dire, les Anglais disent généralement, quand ils parlent, les experts dans le domaine, ils disent que the best diet, it's the diet that you can stick to. Voilà, c'est la meilleure diète, c'est la diète sur laquelle on peut tenir sur le long terme et sur laquelle forcément. Donc c'est du cas par cas, quoi. Exactement, c'est tout à fait ça, vous avez résumé tout. Donc c'est vraiment du cas par cas. Il n'y a ni régime cétogène. En fait, si le régime cétogène marche pour vous, Mahrez, donc c'est très bien. Mais si, par exemple, moi je vais faire le régime... déjà, le cétogène? Le cétogène. Ouais, le cétogène, c'est le régime hyperlipidique. Ouais. C'est le régime à base de 70% et plus de graisse dans la journée. Mais après, il y a beaucoup d'inconvénients derrière. Ah bon, bah oui, puisqu'il y a le contexte aussi. Il ne faut pas oublier qu'en Algérie, par exemple, en termes de qualité de graisse, c'est pas terrible. Là. C'est pas, voilà. C'est-à-dire qu'il faut choisir aussi les bonnes sources. En plus, il y a le nouveau diabète qui pointe le bout de son nez, c'est la stéatose hépatique. Tout à fait, donc c'est ça. Ça peut créer hors alcool. Enfin, exactement. Ça peut être causé par mais c'est pas l'alcool. Ça peut être créé par l'alcool, mais ça peut être créé par aussi des taux de triglycérides qui sont élevés, qui sont dus aussi généralement par la prise de beaucoup de sucre aussi. Donc il faut pas l'oublier. C'est le régime qui est high carb, c'est-à-dire quand il y a beaucoup de sucre que les taux de triglycérides montent. Hein. C'est pas juste le cholestérol. Hein. Donc c'est aussi une question de quantité aussi, encore une fois, voilà. Donc, c'est ça. Merci. Bah oui, c'est une question de quantité. Donc, qu'on fasse le cétogène ou qu'on fasse un jeûne intermittent, parce qu'on revient aussi au ramadan, nous, le problème, c'est qu'au ramadan, on a cette restriction alimentaire, c'est vrai, elle est là. Mais après, pendant la fenêtre de 8 heures, il n'y a plus de restriction. C'est ça, j'allais vous dire, c'est le pire moment. C'est ça. En plus, il y a le manque de sommeil derrière et les autres facteurs qui vont appuyer le... Donc c'est vrai qu'on ne peut pas dire que c'est une référence, le jeûne religieux. Après, bon, le jeûne religieux, ça reste religieux, c'est pas thérapeutique, c'est pas le but. Ça. Après, voilà, mais pour vous dire que finalement, il n'y a aucune diète qui marche pour tout le monde, qui dit, voilà, les bienfaits du cétogène, ça marche, non. Si, par exemple, on peut donner sur une population comme les Néo-Zélandais ou les Australiens, ou quelques régions en Amérique, ils peuvent aborder ce régime cétogène très facilement, puisque dans leur habitude, ils sont déjà plutôt de type lipidique. C'est-à-dire, ils ont plutôt dans leur habitude alimentaire, ils mangent beaucoup de graisse. C'est-à-dire, le matin, au petit-déj, ils ont le bacon, ils ont les œufs, voilà, ils mangent ça. Mais si on est plutôt en Afrique nord ou voilà, occidentale ou quoi, donc on n'est pas dans ce sens, puisque nous, on est plus de type métabolique, glucidique. Et on est plus, voilà, c'est-à-dire on fonctionne aux carbs, c'est-à-dire on fonctionne aux glucides pour avoir de l'énergie. C'est-à-dire nous, en tant qu'Algériens, par exemple, d'une manière générale, on est plus, notre principale source d'énergie, c'est les glucides, d'accord? Alors que peut-être pour eux, ça peut être les lipides. Puisque vous savez qu'il y a les glucides, il y a aussi les lipides qui peuvent être, on appelle ça les corps cétoniques, qui peuvent être aussi source d'énergie pour le cerveau, qui sont très efficaces apparemment. Il y a beaucoup d'études là-dessus. Donc c'est pour ça que nous, on est plus de type glucidique. Ça ne veut pas dire qu'on va manger que des glucides, c'est clair, mais majoritairement dans la répartition de nos macros, c'est-à-dire glucides, protéines, lipides, on est plutôt glucidique que... Voilà, c'est aussi, ça reflète notre contexte, notre culture, notre cuisine, à moins que vous mangez du bacon le matin ou des œufs matin, midi et soir ou des œufs, ouais, bacon, c'est pas trop la spécialité de la région. Bah non, c'est pas ni de notre religion. Tout à fait. Ça va être un peu compliqué, mais pour le reste, effectivement, vous n'avez pas tort là-dessus. Bah exactement, donc ça se passe comme ça. Donc je vous raconte, il y a 4 ans, j'avais pris mon courage à deux mains, c'était en 2014, le 1er janvier. Oui. C'est bientôt. Ouais. Ah, c'est affreux. Non, mais c'est affreux. Mais par contre, ça marche. Oh mon Dieu, ça marche. D'accord. Ouais, en 4 mois, 28 kilos. Ah là là. Et comment, à votre avis? C'est drastique, je trouve que c'est drastique. Ouais, mais quel repas surtout. C'est ça. J'en avais marre parce que j'étais passé par tous les nutritionnistes du monde. Ah oui, d'accord. C'est un peu la revanche. Et au bout d'un moment, je me suis dit non, attends. Faut arrêter de payer 2000 balles par semaine pour quelqu'un qui te caresse le ventre en te disant faut prendre ton courage à deux mains et il faut arrêter de... Et donc du coup j'ai mangé du thon à la tomate, avec du maïs et des œufs et des... Du thon en conserve ou... Du thon en conserve ou du thon... Du temps frais. Non, un conserve. Ah, ok. En conserve, ok, d'accord. Du temps frais. Temps frais tous les jours. J'aurais été pauvre à la J'imagine. J'aurais été pauvre à la fin du régime, tu vois. À la fin du régime, bon, t'es mince, mais bon, ça sert plus à rien. Ça sert à rien. Et le même repas avec un bout de galette, quoi. Galette semoule tous les jours. Ok. Matin et soir. Avec un yaourt.
D'accord. Bon, c'est copieux comme repas, mais après, plus Copieux. ou moins. Une boîte de thon, un œuf dur et du maïs. C'est pendant tous les repas. Oui, c'est ça, c'est copieux, donc vous faites la même chose à chaque fois. Et c'est mauvais puisqu'il n'y a pas de diversité au niveau nutritionnel. C'est très mauvais. Quand en fait, pourquoi on parle toujours de la variété dans le côté nutritionnel, ben, c'est pour apporter les différents, pour être sûr de ne pas être en carence par exemple, ou pour qu'il y ait la synergie entre des vitamines. Oui, si vous êtes bien. Justement, ça reste individuel. C'est pour ça que je vous ai dit, peut-être que ça marche pour vous. Mais il faut tenir après. Après, il faut tenir. La preuve, après, tu reprends tes 28. C'est ça. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il faut voir un petit peu sur le long terme, même si on n'a pas une visibilité claire sur ce qui se passe à long terme. Mais le fait que la personne adhère, c'est-à-dire elle est là, elle est plutôt elle est convaincue par ce que vous allez mettre dans son assiette ou sur le plan alimentaire qu'elle va suivre. C'est cela. Donc, on est bon pour le départ. En tout cas, il y a toujours cet aspect psychologique qu'il faut prendre en considération toujours au départ. C'est important. Merci à vous. Merci. Merci d'avoir été là. Merci à vous. Je vous souhaite une excellente journée. Également, merci. Merci. On rappelle vos pages. Alors, c'est DZ Fitness et Nutrition. C'est ça, DZ Fitness et Nutrition. YouTube, Facebook, Instagram. Avec le slogan No Excuses. Toujours. On véhicule toujours No Excuses. Voilà, c'est clair. Merci Badjaïdir ce matin avec l'exposition de Samia Skenazel. Allons-y. Dans l'atmosphère ambiante de la galerie Dar el-Kanz, une palette en perpétuelle évolution. Safar, c'est le titre générique de cette exposition. Une exposition signée par l'artiste peintre Samia Skenazel. Sa peinture, teintée de passion et d'émotion, nous surprend et nous invite à la réflexion. À chacun sa manière de voir et d'interpréter ce qu'il ressent. J'ai eu le plaisir de connaître Samia, qui était avec moi à l'école des Beaux-Arts, on est de la même promotion, et elle a commencé à travailler de cette technique, avec cette technique, ce travail spécifique, depuis 35 ans. Et c'est aujourd'hui qu'elle montre. Est-ce que vous imaginez le temps de travail, de réflexion et de réflexion technique sur un travail? C'est vraiment du travail très professionnel. C'est 35 ans après, elle nous donne un produit de haute facture. Je suis content déjà de la voir exposée parce qu'elle vient quand même de très très loin, c'est de plus de 2000 km. Donc on est déjà tout content de la voir exposée parce que malheureusement là où elle est, c'est pas évident. Quant à son travail, bon, c'est Samia, quoi. C'est un univers, je connais son travail déjà, donc il n'y a rien d'étonnant pour moi, mais ça reste un univers lié au lieu où elle vit et au terroir aussi, comme elle s'intéresse beaucoup au patrimoine et tout ça, donc on voit énormément d'influence dans son travail. Dans cette exposition, les peintures révèlent et interpellent le visiteur. C'est avec force et émotion que Skenazel aménage son espace plastique. Elle travaille savamment sa matière et utilise des techniques mixtes. Dans ses petits et moyens formats, cette plasticienne donne libre cours à sa créativité. Une créativité au travers de laquelle elle nous dévoile ses émotions et son talent d'artiste. C'est un travail qui est très, très raffiné, tout est en petite dimension, mais très très riche quand on regarde le détail. Chaque tableau a une histoire et chaque tableau, chacun le voit comme il veut. Ce n'est pas du figuratif, c'est du semi-figuratif et tout, il faut deviner, il faut regarder et les choses ressortent au fur et à mesure. Donc déjà, il y a ce côté-là, mais en plus les techniques qu'elle utilise, c'est de l'huile, mais elle met beaucoup d'autres choses aussi, bon, ce sont les secrets d'artiste, et ce qui donne un fini comme des émaux. Il y a un côté un petit peu brillant, et puis un côté aussi qui crée des profondeurs. Donc ça a beau être un tout petit format, mais on a l'impression de rentrer dedans, et on a un long chemin à faire pour arriver au bout. Ça, c'est magnifique. Je travaille aussi bien sur toile
Surtout tout ce qui me vient sous la main, ça peut être de la toile, ça peut être du carton, ça peut être du bois. Je travaille sur de l'ardoise, sur du verre, sur tout ce qui peut être supporté la peinture, je l'utilise. J'ai pas de support de prédilection. Tout est travaillable. Diplômé en 1985 de l'École supérieure des beaux-arts d'Alger, son parcours est rythmé par de nombreuses expositions personnelles et collectives. Durant toutes ces années passées en France, Samia Skenazen a travaillé en qualité de professeur en arts plastiques. De retour en Algérie, c'est dans la région du Sud qu'elle s'installe pour se consacrer entièrement à sa passion. La peinture, c'est son moyen d'évasion et d'expression. Plus d'une soixantaine de tableaux accrochés sur les cimaises de cette galerie d'art. Je suis toujours émerveillée par le don qu'elle a de reproduire ce qu'elle ressent et ce qu'elle vit. Je suis émerveillée par ça. Comme pour beaucoup d'autres artistes, n'est-ce pas, qui arrivent à reproduire leurs sentiments, ou leur vécu, ou leurs fantasmes sur quelque chose de concret. Et ça m'a toujours beaucoup émue chez elle. Ce don de se reconvertir et même après quelques absences, de revenir et d'y croire toujours et de toujours aussi avoir quelque chose à exprimer. Le Sud algérien nourrit son imaginaire et sa créativité. C'est à Tamanrasset que Samia Skenazen a réalisé une bonne partie de sa collection. Une collection que la famille des artistes, les amis et les amateurs d'art ont eu plaisir à découvrir. Par semaine. Ouais, c'est bien ça. On verra. C'est la propre pub, tu vois. Bienvenue. Bonjour. J'ai des courbatures aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Bonjour, comment ça va bien à vous? Pour commencer, comme chaque samedi, c'est très bien. Hakim, quelque chose pour les sports. Mayam Ali, bonjour. Bonjour Mahrez, bienvenue. Bonjour à vous tous. Vous êtes accompagné aujourd'hui de deux invités. Madame Hajar Benhala. Oui, bonjour. Bienvenue à vous. On Merci. va parler Halout Turk et autres, avec Maya d'ailleurs. Mais aussi Shahrazad Bouslama. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Alors avec vous, on va parler plutôt savon, c'est ça? Oui, savon naturel. Naturel. Voilà. Bienvenue mesdames, on commence avec vous d'ailleurs. C'est parti. On commence par vous. Eh bien oui, bonjour à vous tous. Bonjour madame. Eh bien, nous avons bien sûr des dames créatives et puis imaginatives aussi, qui font beaucoup de recherches et qui travaillent en famille en général. C'est 100% algérien, c'est ça qui est important. Bonjour Shahrazad, bonjour Hadjer, voilà. Hadjer, c'est pas courant, alors on a tendance à l'oublier, c'est un peu particulier. Alors on va commencer par Hadjer, par les friandises. Ouais, donc c'est Halout Turk, on est des artisans producteurs de Halout Turk qui travaillent en famille depuis 1999. On fait ça vraiment de manière traditionnelle et artisanale. Donc, nous n'utilisons aucun c'est beaucoup plus une entreprise familiale, tout c'est ça? Tout à fait, c'est une Alors, coopérative vous êtes, familiale. Depuis combien d'années? Depuis 1999. Oh, quand même. Hein. Donc, je suis la deuxième génération, j'essaie de prendre la relève par rapport à ça. Nous avons d'ailleurs lancé un nouveau produit qui s'appelle le Diamant Secret de Sitchir, qui est vraiment destiné à l'événementiel et à offrir aussi. C'est comme très ça, bien présenté déjà. Oui. Alors, cette Halout Turk se compose de quoi? Parce qu'on ne connaît pas. Donc, principalement, Halout Turk est composé de purée de sésame, donc grains de sésame broyés, nettoyés, torréfiés, mais aussi de sirop de glucose.
Voilà. D'accord. Et il y a du miel dedans, non? Non. Non. Non, pas de miel. Sirop de glucose. Glucose. Oui, tout à fait. C'est le sucre du sucre, quoi. Non, voilà, c'est une solution sucrée. Ouais, ça veut dire le sucre du sucre. Non, c'est pas le sucre blanc raffiné qu'on connaît non, généralement. je vous ai dit le sucre du sucre, c'est-à-dire le cœur du sucre. C'est-à-dire Voilà. c'est pire que le sucre blanc raffiné, c'est-à-dire C'est moins dangereux pour la santé, par contre. Ça reste du sucre. Tout à fait. Du Tout à fait. Alors, et vous mélangez bien sûr des fruits concassés, Voilà, principalement on travaille avec les amandes concassées, mais à la demande de certains clients qui préfèrent d'autres fruits secs, qui sont donc les noix, pistaches, etc. Donc on adapte notre produit par rapport à ça aussi. D'accord. Alors, le packaging, le flaconnage, c'est magnifique. Oui, c'est vraiment des emballages qui sont spécifiques à nous. Donc, on a essayé de faire des formes qui vont plus vers l'arabesque, vers le traditionnel algérien. Le flacon ressemble à un saphir. Oui. C'était quelle invitée la semaine dernière qui nous avait montré ça? C'est Madame Ladjouzi. L'organisatrice de l'exposition. Oui, Lydia Ladjouzi. C'était Lydia qui avait montré, qui avait parlé de vous, effectivement. Voilà. Qui avait dit voilà, c'est l'une des artisanes que l'on retrouvera dans l'une des expos du marché. Et nous serons aussi présents donc, le 1er décembre pour l'événement du Sofitel. Bon, il est vrai que cette exposition était magnifique, dans un lieu magnifique. Parfait. Et puis les décors étaient beaux. Elle était de qualité réellement. C'était des artisanes de premier choix. C'était des artisanes qui étaient là, qui regroupaient le meilleur du meilleur pour les réunir au Sofitel. Et c'est local, c'est tout à fait des artisanes qui se sont donné beaucoup de peine pour créer, pour innover, elles ont fait de la recherche. Exactement. Et c'est beaucoup mieux. Parce que maintenant, quand on va dans une exposition, on est ébloui. Il y en a des pleines. Tout à fait. On va utiliser il y en a déjà des pleins. On va utiliser les pleines. Non, ça n'a aucun charme si c'est pas fait en direct. Alors du coup, continuez. Alors, bon. Ça va te coûter cher. Quoi? Ça va te coûter cher après. Je m'en fiche, c'est pas moi qui paye, c'est la télé qui paye. Alors du coup, continuez madame. Vous avez un reportage à nous montrer juste après. Voilà, exactement. Alors bon, on reviendra là-dessus bien sûr. On va dire bonjour aussi à Shahrazad qui est avec nous, Madame Bouslama. Et Madame Bouslama, elle est dans tout à fait autre chose. L'une, c'est les gourmandises et les friandises et tout ça, la beauté de l'estomac. Et le Shahrazad, c'est la beauté du corps, la beauté de la peau, la beauté du visage. Donc, vous avez créé le savon au naturel. Oui, le savon naturel, d'après une méthode de saponification à froid. C'est une méthode très ancienne. D'accord. Je m'excuse pour ma voix parce que... C'est pas grave, on a la même voix. Ne vous inquiétez pas. À l'ancienne, qui préserve toutes les vertus des composants du savon. D'accord. Et donc, les composants? Donc, c'est un corps gras avec une solution alcaline. Le corps gras peut être des huiles végétales, des beurres végétaux. Voilà, avec l'association d'une solution alcaline qui va nous donner un troisième composant qui est différent, qui est le savon naturel. Alors vous avez créé la trousse Tal Hammam. Oui, là j'essaie de laisser une touche algérienne. J'ai fait ressortir le sendouk. Tasman. Oui, nous on appelle ça. Et on va y revenir si vous permettez dans quelques instants. On va regarder le reportage. On va suivre le reportage, mais c'est un peu ressemblant à ça. C'est un peu ça que vous proposez aujourd'hui. Oui. Tiens, on l'appelait ça comment à l'époque? Tassa. Ben voilà, tassa. Mais elle est petite, hein? Ah, bah oui. Et ça, c'est tassa, ensuite c'est kassa. Voilà. Non, c'est ensuite, c'est beaucoup plus... Kassa, c'est autre chose. Ça, c'est le hibel. Alors, le kassa, il doit y en avoir ici, peut-être. On appelait ça le kassa. Voilà, vraiment, ça, c'est le kassa. Voilà, ça c'est le kassa, elle est là, voilà. Non, ça c'est la serviette. Non, ça c'est la serviette. Là, c'est Très bien, on va suivre le reportage en tout cas. On se retrouve juste après. Le reportage est signé Maya Amrani. Elle a suivi pour nous ces artisans qui font l'actu d'ailleurs en cette fin d'année. Allons-y. Un moment de détente et d'évasion pour les visiteurs d'une exposition
où saveurs et parfums se côtoient, afin de promouvoir notre riche artisanat et de permettre à ces génies de la créativité et de l'imagination d'exposer leurs produits pour mieux les commercialiser. Alors mon parcours avec le verre, je l'ai commencé vraiment, ça fait très longtemps, c'était en 2000. Donc je vous laisse faire le calcul, exactement. Et j'ai eu le coup de foudre pour cette technique. Donc on peut embellir notre vaisselle qu'on utilise au quotidien avec une petite touche qui sort de l'ordinaire. J'ai rassemblé autour de moi des passionnés de leur art pour pouvoir vraiment montrer ce qu'ils savent faire. Et bientôt, on va avoir un événement exceptionnel. Imaginez, du 1er décembre au 31, toujours dans ce bel endroit, de 13h à 19h. Et chaque semaine, 25 artisans différents. Donc en tout, 100 artisans de notre patrimoine qui viennent de différentes régions de notre pays. De Togour, de Tizi Ouzou, Santaina, Oran, Béjaïa aussi. Vraiment, ce sera très riche. Et toujours cette façon de travailler notre artisanat en donnant le meilleur de soi-même et moderniser tout ça. L'artisanat algérien a toutes les caractéristiques de l'âme nationale, des objets décoratifs, des luminaires aux coloris éblouissantes et des artistes peintres aux côtés des artisanes aux doigtés de fée. Aujourd'hui, effectivement, c'est le symbole qui est à la page, à la une. Alors la technique, c'est technique mixte sur verre, c'est-à-dire c'est résine et pigments. Vous avez une abstraction lyrique qui est au premier plan, à l'arrière-plan plutôt, et au premier plan, nous avons le symbole qui est mis en valeur. Voilà. Donc c'est vraiment une œuvre de création, une œuvre artistique. Vendredi, je serai au Koweït. Au Koweït, c'est le salon de l'artisanat. Voilà, donc je vais représenter mon pays, ma région et mon patrimoine, qui est la symbolique, c'est la femme qui sera à l'honneur. Les visiteurs sont sublimés par la variété de friandises. Des pâtes de fruits, la djouziya est omniprésente, ainsi que halout tork. Alors c'est un artisanat qui est fait pour les dattes fourrées à base d'amandes, 100% amandes, sans colorant, sans parfum de synthèse, avec un assortiment aux noix de pécan, comme vous pouvez voir, chocolat menthe glacée, pistache, pignon et noix. J'ai eu un coup de cœur pour cette préparation parce que le halva turc qu'elle prépare, dont sa recette est personnelle, elle appartient à sa famille. Il m'a expliqué qu'ils avaient fait beaucoup de recherches pour en arriver là. Et c'est un produit vraiment délicieux. Je conseille à tout le monde d'essayer de le goûter. Et alors, ce qui est beaucoup plus joli, c'est que non seulement ça s'appelle le diamant sucré, mais chaque halva est présenté dans un petit coffret sous forme de diamant. C'est ce qu'on pourrait dire un solitaire. Nous avons un solitaire en gourmandise. Voilà. Je trouve que c'est très beau. Et l'emballage est aussi très joli. Et le packaging, il est récupérable. Ce n'est pas du plastique. C'est quelque chose de recyclable et qui permet de voir, voilà. Donc, et j'ai acheté pour emporter en France parce que je tenais absolument que l'on voie qu'avec des produits nationaux, je dis bien des produits qui n'ont pas été importés, qui sont sur le territoire algérien, des choses qu'elle a pris. Elle a réussi à fabriquer un produit qui est extrêmement délicieux et qui n'a rien à envier à certaines grandes maisons françaises. Voilà, donc on fait des préparations culinaires 100% naturelles, production artisanale, typiquement un azir algérien. En fait, on fait de la tomate séchée, on la fait sécher au soleil, on la conserve dans l'huile d'olive aux herbes. 100% naturel, il n'y a pas de conservateur. Et l'huile d'olive, elle est nature, elle n'est pas mélangée. La confiture de figue sèche au noix et au thé noir pour équilibrer le sucre, vu que la figue sèche, elle est trop sucrée. Pour la confiture, on fait juste la confiture de figue sèche. On n'a pas encore, on vient de commencer. La toute première exposition, je l'ai faite à Paris au mois d'avril. Oui, donc on fait du couscous qui est roulé à la poudre de carou, kharob. Oui. Et ça, c'est du couscous fermenté. Donc, hada, c'est exactement. Plusieurs appellations. Des savons fabriqués au naturel et de façon artisanale, 100% algérien. Des coffrets pour marier attirent particulièrement les femmes. J'aime la couture, le choix des couleurs un peu changé, donc j'ai décidé de me lancer
Et des djellabas faciles à porter, qu'on porte pour aller au marché ou être invité à un café. Il y a plusieurs modèles. Et alors moi j'ai l'habitude de porter ces djellabas d'une façon sport, aussi bien avec des baskets qu'avec des talons. Et je me sens merveilleusement bien dedans. Dans cette exposition, joie, convivialité, échange et dégustation font le plaisir du visiteur. Et ça va continuer, enfin ça va pas continuer, il y a à partir du 1er décembre jusqu'au 31, et le marché de fin d'année, vous y serez? Inch'Allah, oui. Inch'Allah. La deuxième semaine de 8 au 14, je serai. Et vous? Du 15 au 21 décembre, Inch'Allah. Et vous? Eh bien, bien sûr. Tout le temps. Les deux périodes. Mais bien sûr. Ah ouais, j'y serai les 4 semaines, hein, pas de soucis. Ah oui, ouais, oui. J'y Non, serai. c'est super. J'y vais pour vous aussi, pour vous ramener ces belles images. Ah, c'est très bien, c'est très très bien. Alors si vous permettez, on va passer à Hakim et puis juste après on clôturera avec madame. D'accord. Alors Hakim, on va parler sport et du football féminin. Tiens, avec la Coupe d'Afrique des Nations, les Algériennes qui n'ont pas réussi à créer la surprise. 3 petits tours et puis sont dans 3 matchs, 3 défaites pour les filles face donc aux grandes équipes. Hein. Même l'équipe organisatrice, le Ghana, a été sorti. Le pays organisateur a été sorti. C'est le Mali et le Cameroun qui passent au prochain tour pour le compte du groupe où se trouve l'Algérie, le groupe A. Les Algériennes donc enregistrent leur 3e défaite de suite. Donc 1-0 face au Ghana. Également 3-0 face au Cameroun et 3-2 hier face au Mali. Les Algériennes sortent donc de cette compétition la tête haute, hein, puisque c'est quand même une participation, ça a été compliqué, on savait que ça allait être difficile pour elles et on attendra donc également aujourd'hui pour les 2 autres qualifiés du groupe B qui seront connus ce samedi à l'issue des matchs. Pardon, bah oui, voilà, ça casse. Donc de la 3e journée, l'Afrique du Sud est en tête avec 6 points, la Zambie est 2e avec 3 points, et également la Guinée équatoriale et le Nigeria qui a 3 points, la Guinée, elle, a 0 points. Et donc les Algériennes qui vont rentrer au bercail bredouille puisqu'ils sont bons derniers de leur groupe. D'accord, c'est très bien, on continue. Tu fous toujours avec la 15e. J'ai découvert la nouvelle Cassa, tiens. Vous parlez de Cassa tout à l'heure, j'ai découvert la nouvelle Cassa. Alors du football toujours avec la 15e journée du championnat d'Algérie de Ligue 1. Eh oui, on a joué. Donc hier, c'était la clôture de cette 15e et dernière journée de Ligue 1 avec la défaite donc de la GS Kabylie sur le score d'1-0 face au Cap de Borj. Boarerech pour les résultats de cette 15e journée en match d'ouverture. L'USMA d'Alger s'était imposé sur le score de 2-1 face au CS Constantine. Le Nasr Hussein Dey avait battu le MC Oran 1-0. GS Saoura Olympique de Médéa 0 partout. L'AS Ain Lila avait fait match nul également face au Mouloudia d'Alger 1 but partout. L'USM Bel Abbas qui s'est imposé 1-0 face au Shabab Riyadi de Belouizdad. Le Mob de Béjaï a battu l'Entente de Sétif 1-0. Le Difaa Tajnant a battu le Paradou 1-0. Et puis enfin, le Cap de Borj-Boarerech, je le disais, avait battu la GS Kabylie hier sur le score d'1-0. Au classement, c'est l'USMA d'Alger qui termine donc leader de cette phase allée et prend le titre de champion honorifique avec 33 points, suivi deuxième de la GS Kabylie avec 26 points, troisième la GS Saoura 23 points. Au bas du classement, l'USM Bel Abbas est 14e avec 15 points, 15e le Difaa Tajnant 14 points et bon dernier le Shabab Riyadi Belouizdad avec seulement 10 points. Oui. Zama. Du basket, la 4e journée de National 1, hiérarchie respectée. Plus ou moins. On enchaîne avec du handball. Voilà, respecté plus ou moins avec les résultats donc de cette 4e journée disputée hier avec les résultats. Le NB Stawali qui a battu le Wydad de Boufarik, le Boufari qui a battu donc Stawali 81-64. Ruiba qui a été battu par l'OS Borj-Boarerech 64-47. La base Kigda a battu le CRB Darbaïda 63-88. Au classement, l'IRB Borj-Boarerech est en tête de ce classement avec 8 points et c'est l'Abis Kigda qui est bon dernier avec seulement 3 points. Vous avez parlé de handball. On va continuer avec la mise à jour. L'ES Ain Touta, leader du championnat national de handball division excellence, s'est imposé sur le parquet du CR Barraki sur le score de 22-20. Pour les résultats de cette mise à jour, le groupement sportif des pétroliers s'est imposé face à El Harrouch 24-21. Concernant les 2 derniers matchs de cette mise à jour, ils auront lieu ce mardi à partir de 15h. Le CR Barraki ira défier le HBC Albiar dans un derby de la capitale, alors que le groupement sportif des pétroliers se rendra à Shalroum Laïd pour donner la réplique au Shabab local. Au classement, Ain Touta est en tête avec 12 points, suivi du CR Barraki. Deuxième, 9 points. Au bas du classement, c'est Shalroum Laïd qui est bon dernier avec seulement 2 points. Et Coupe du Monde de fleuret
féminin, étape d'Alger et pas d'Algérienne en finale. Hakimi, on finit avec... Puisqu'elles ont été toutes éliminées hier pour les éliminatoires, les 6 escrimeuses algériennes engagées dans l'étape d'Alger de la Coupe du Monde de fleuret féminin senior qui a débuté hier vendredi à la salle Harsha Hassan ont été éliminées dès la phase de poule qui se déroule avec la participation de 156 fleurettistes. On rappelle que les finales individuelles se dérouleront ce samedi après-midi à la salle Harsha. Ce sera en direct sur Canal Algérie. Également demain pour les finales par équipe, ce sera également sur Canal Algérie en compagnie de Mortar Hamani. Top. Je vais pouvoir manger ma halout. On va pouvoir continuer. Ouais, vous allez continuer. Je vous ai regardé à la télé cette semaine. Vous avez fait l'émission spéciale Mouloud. Oui, c'est avec super, Julia Benassa. Ah, c'est super. Oui. Je vous le dis. Hein. Une agréable soirée. Sincèrement, ah oui, non. Sincèrement, j'étais en train de zapper. D'accord. J'ai dit, mais c'est Maya. Sur la tête de ma mère, c'est Maya. Je suis content. Allez, on y va, on finit avec madame. Alors justement, c'est la maison Biobulle qui nous offre des savons, toutes sortes de savons. Et surtout Sebba de la mariée qui contient un peu tout ce qu'il faut, le fota et Sabon Zeir que vous faites aussi. Oui. Alors vous faites une gamme assez large. Je fais des savons comme ça à froid, Sabon Zeir, je fais des bombes de bain, je presse des huiles extra vierges à froid. Je fais des barres hydratantes, donc tout pour composer le coffret. Vous êtes installé où? Je suis installée à Chiraga. J'ai une petite boutique là-bas. Votre boutique est là-bas. Voilà. D'accord, très bien. On trouvera tout cela chez vous. Biobulle, ça va. Biobulle, oui. Voilà. C'est mignon. Voilà. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est un petit doudou en fait. C'est pas une cassa. Je me disais le sac qui va se l'arrêter. Moi, je pensais que c'était une caisse, hein. C'était un petit doudou. Ouais. Je mets avec des savons où j'incorpore des petits cadeaux dedans pour encourager des... Direct, hein. Faites pas comme... Ouais, faites comme... Pour encourager les enfants... Pour encourager les enfants à se laver les mains, en fait. D'accord. Ah, pour les enfants. Ah oui. Ah oui. Ah, plus ils consomment et plus ils arrivent au cadeau, quoi. Exactement. Voilà. Ah, c'est super comme idée, ça. Voilà. Très bien. Et ça, c'est quoi le cadeau à l'intérieur? Une gomme. Ah bah ouais. Des fois, je mets des petits chouchous, des petits jouets. Ouais, c'est bien, une bonne idée. Bonne idée. C'est ça, lave-toi les mains et... Voilà, il te aura un cadeau. C'est une bonne idée. Oui, en tout cas, Hajer, c'est le diamant sucré. Tout à fait. Donc, diamant sucré sur les réseaux sociaux et on est installé à Bouzaria. Très bien. Voilà. Et Shahrazad, Biobulle. Oui, de Bouzaria, je suis aussi de Bouzaria. En tout cas, merci d'être venu. Merci à vous. Surtout que vous vous êtes déplacé de Bdjeya. Merci à vous tous, merci mesdames, merci Maya, merci Hakim, à demain soir pour l'émission. Ciao camarades, on se retrouve dès demain de 9h à 10h30. D'ici là, portez-vous bien.